La guerre de 14-18 est finie. Elle a montré la nécessité des communications rapides entre la métropole et l'Afrique équatoriale. André Citroën relève le défi. Il a compris quelles possibilités offre la chenille à l'automobile. En 1923, il organise la première traversée du Sahara en voiture. Le Tanezrouft est vaincu en 21 jours par les autochenilles de Hart et d'Audouin-Dubreuil. Les liaisons automobiles à travers le continent noir sont possibles. Une grande aventure va commencer. L'expédition est commandée par Georges-Marie Hart, directeur général des usines Citroën. Ses adjoints, le commandant Bettembourg et Louis Audouin-Dubreuil. Maurice Billy, Maurice Penaud mène l'équipe des mécaniciens qui conduit et entretient les 8 autochenilles du raid. 28 octobre 1924, le départ. De Colombéchard, il faudra à l'expédition parcourir 20 000 km pour atteindre son but, Madagascar. Premier objectif, le Sahara. Il faut franchir le désert par le Grand Erg occidental et le Tanezrouft, le pays de la soif. Georges-Marie Hart dira plus tard: le Tanezrouft est un espace qu'il faut traverser comme un océan, droit devant soi, le cap sur la rive inconnue. Une terre à l'horizon, la brousse. L'expédition prend alors son véritable caractère qui est de mettre l'automobile au service de la science. Bergonnier, médecin, sera chargé des collections zoologiques. Le commandant Bettembourg assurera des relevés cartographiques et Yakovlev, ethnographe et peintre, ramènera en France des centaines de croquis et de dessins. Après les rives du Niger, Niamey. Les fêtes commencent. Mamadou, petit méhariste de 4 ans, se produit avec son chameau. Une autre danse, guerrière cette fois, exécutée par les Touaregs. Les cavaliers de Germa, sur leurs chevaux caparaçonnés, comme ceux des croisés, semblent sortir du Moyen-Âge. Mais les armures sont en capoc et les aumes en cuivre. De quelle mémoire surgissent ces paladins inattendus? Derrière cette spectaculaire façade, le sultan cache son harem. Il possède 100 femmes. Les cinéastes de la mission obtiennent l'autorisation exceptionnelle de filmer ce décor de 1001 nuits.
Le seigneur Barmou, de vieille noblesse Haoussa, a conservé les coutumes de l'ancien Orient. Les femmes se prosternent devant lui. Il prend ses repas seul, entouré de musiciens aveugles, car personne ne doit le voir manger. Au-delà, encore, la brousse du Tchad. Les autochenilles vont être arrêtées en cours de route. Un message oblige les chefs de l'expédition à modifier l'itinéraire. Des inondations rendent les rives du lac Tchad impraticables. Il faut les contourner. Ce changement allonge l'itinéraire vers Fort-Lamy. Une courte halte à Ngimi. Le voyage continue à travers le pays du Kanem. Il faut franchir le Barligna sur un bac improvisé avec 2 pirogues. Ces enfants utilisent des flotteurs plus originaux, des outres gonflées d'air. Le réveillon de Noël est fêté à Fort-Lamy. Deux mois se sont écoulés depuis le départ de Colombéchard. Le 3 janvier 1925, l'expédition repart. Prochaine étape, Bangui, la savane. La piste vers Fort-Archambault traverse le pays des fétichistes. La religion musulmane n'a pas pu y pénétrer. Ils pratiquent encore, paraît-il, des sacrifices. Une danse de bienvenue rythmée par des balafons dans ce village des Saramassés. Les Saras conservent les coutumes des déformations rituelles. Les femmes à plateau en sont peut-être le plus curieux exemple. L'ampleur de leur mutilation varie selon les villages. Chez les Saradjingués, les plateaux atteignent 24 cm de diamètre. Selon la croyance indigène, cette défiguration doit chasser les mauvais esprits loin de la tribu. Au cours du trajet, les obstacles ne manquent pas. La traversée des rivières pose toujours de sérieux problèmes. Les ponts sont inexistants ou peu sûrs. Les crues intermittentes rendent leur construction aléatoire. Souvent, une situation critique n'est rétablie que grâce à la présence d'esprit et au courage des mécaniciens. Lubangui-Chari.
Dans cette région, les villages sont alignés régulièrement le long de la route. Les habitants, les Bamda, décorent leurs cases de dessins souvent allégoriques, parfois commémoratifs. Plusieurs adolescents entrent aujourd'hui dans la société des adultes. Ce passage à l'âge d'homme s'accompagne d'un rituel initiatique, la ganza. Les néophytes sont peints en blanc. Pour participer aux danses traditionnelles, les novices coiffent de curieux bonnets. Ces rondes frénétiques se prolongeront tard dans la nuit, jusqu'à l'épuisement des danseurs. Les autochenilles tiennent cap au sud. Bientôt, elles vont quitter les colonies françaises. Le 1er mars 1925, un bac de grandes pirogues les amène à l'autre rive de Mbomu. L'expédition entre au Congo belge, la forêt équatoriale commence. Tout est différent, tout est inconnu, mystérieux. Même les habitants étonnent, comme ces pygmées à la taille minuscule. Pour voir le ciel, ils n'ont d'autre ressource que de grimper aux arbres immenses. La mission franchit de nouveaux cours d'eau et progresse à travers la forêt vierge. Après 9000 km d'efforts harassants, voici Stanleyville. L'administration belge fête avec éclat la première liaison automobile africaine. Les courses de pirogues sont organisées en l'honneur de la croisière. Au pays des Mangbetu, les femmes, au corps élancé, au port de tête gracieux, ressemblent aux personnages des fresques de l'Égypte antique. Les sources du Nil sont toutes proches. Pour étudier l'accès à Madagascar par différents ports, la mission se scinde le 19 avril 1925 à Kampala en 4 groupes. L'un, mené par Audouin Dubreuil, se dirige vers Mombasa par Nairobi, traverse des forêts denses et des rivières sauvages. Le groupe du commandant Bettembourg a pour but Dar es Salaam, sur les rives de la mer Rouge. L'ingénieur Brûle descend avec ses autochenilles vers le Cap. 5000 km sont franchis. Georges-Marie Hart et son groupe se dirigent vers le port de Mozambique. Ils éprouvent de grandes difficultés. Sans pouvoir suivre aucun tracé de piste ou de sentier, il leur faut passer des rivières en crue,
traversée des marécages. Derrière cette palmeraie, l'océan Indien. Les trois groupes doivent se retrouver à Majunga, sur la côte ouest de Madagascar, pour gagner ensemble Tananarive, but du voyage, où ils seront rejoints par l'équipe de Brûle. Le 26 juin 1925, 7 mois après son départ, la croisière noire touche au but sous les ovations d'une foule enthousiaste. Elle a franchi 20 000 kilomètres. Grâce à la robustesse des voitures, mais surtout aux efforts et au courage des hommes, l'Afrique est désormais ouverte à l'automobile.